Bonjour YouTube, bienvenue sur la chaîne d'Aquazone, actuellement live avec la team pour parler du tournoi destination en live tous les mercredis évidemment de 19 h à 20 h 30. Voilà, toujours sympathique. Donc vous pouvez nous rejoindre sur Twitch, hein, sur la causerie, il y a le lien dans la description. On fait une petite preview du tournoi destination qui commence la semaine prochaine, le 2 février prochain pour un France-Irlande évidemment. Un match qui est très attendu puisqu'ils sont les deux favoris du tournoi. On est avec Thomas, Tom et Melvin qui vont nous parler rugby. Donc on a nos experts rugby, excepté Brian, mais Brian vous l'avez vu dans la vidéo prédiction, donc c'est déjà pas trop mal. Il apparaîtra suffisamment souvent. Je vous propose qu'on commence de suite cette petite tier list. L'Écosse, messieurs, qui a sorti d'une Coupe du Monde peut-être un peu décevante, je sais pas, on va voir votre avis, qui doit toujours passer ce palier, qui n'y arrive pas, qui ne confirme jamais. Et donc, qu'est-ce qu'on peut espérer de cette Écosse-là, Melvin, dans la destination? L'Écosse, chaque année, on peut dire qu'on s'attend à ce qu'elle tutoie le très très haut niveau et à chaque fois, on voit qu'il manque un palier. Et j'ai bien l'impression dans ce tournoi destination qui va être vraiment un petit peu le renouveau parce que là, toutes les cartes sont pratiquement remises à zéro. Malheureusement, moi je vois l'Écosse osciller entre la 3e et 4e place. Je suis complètement d'accord avec Melvin. Je pense que l'Écosse, moi en tout cas, je la placerai dans ce ventre mou à destination, maximum 3e place, mais je la vois se batailler en fait avec l'Angleterre. On en parlera après, mais ouais, j'ai pas de grandes attentes. Après, je les vois pas terminer dernier, mais ouais, je suis d'accord avec Melvin. Milieu de classement, pas plus. Comme d'hab en fait. Comme d'hab. Milieu de tableau, comme d'hab. Thomas, validé sur ça, sur l'Écosse? Ouais, bah, je vais même trancher et les mettre quatrième. Comme on l'a dit, on les attend toujours, il y a du potentiel. Finalement, bah, c'est toujours mi-figue, mi-raisin, il y a toujours un très bon match. Et après, c'est pas terrible globalement. Donc oui, quatrième, moi ça me semble juste. Et en plus, c'est un groupe qui a du mal à se renouveler quand on regarde justement le squad pour le tournoi. Il y a très très peu de changements par rapport au dernier groupe de ces dernières années. Donc ils ont du mal à injecter aussi du sang neuf. Nation qui est dans le dur en ce moment, le Pays de Galles, le 15 du Poireau, qui a une parenthèse Coupe du Monde un peu enchantée parce qu'on les attendait pas à ce niveau-là. Je sais pas, vous me dites si je me trompe, vous m'arrêtez, mais on les attendait pas vraiment à ce stade-là, les Gallois, menés par un Warren Gatland qui est revenu sur le banc il y a quelques mois. Malheureusement, on sait tous les problèmes qu'il y a à la fédération, que ce soit financier, que ce soit avec l'exode de joueurs. Thomas, cette équipe galloise, bon, je l'ai vu passer quand elle est venue à Bordeaux contre les Fidji, parce que j'ai pu commenter les matchs avec Brian. C'est vrai qu'on les attendait pas à ce niveau-là en Coupe du Monde, mais on dit que c'est peut-être la parenthèse enchantée qui se termine. Moi je les vois terminer 5e. En Coupe du Monde, ouais, en Coupe du Monde, en fait, ils ont hérité d'un groupe où tout était possible, où tout le monde pouvait se qualifier. On l'a vu, même le Portugal avait une carte à jouer finalement dans ce groupe. La Géorgie, on les attendait aussi. Donc voilà, il y avait vraiment beaucoup d'attentes sur ce groupe parce que on pouvait pas déterminer qui allait sortir ou pas. Et donc, voilà, je pense qu'il va y avoir une sorte de petit retour sur Terre dans ce 6 nations qui est toujours très élevé. Donc oui, moi je les vois terminer 5e. Par contre, ce qui est intéressant de voir avec le Pays de Galles, c'est qu'ils ont des générations très intéressantes à venir. Et que eux, par contre, n'hésitent pas à lancer des jeunes. Et d'ailleurs, voilà, leur capitaine, ça va être un tout jeune, Jenkins. Et puis ils vont avoir des jeunes comme Grady, par exemple, Costello, qui vont avoir un peu les clés du camion. Donc ça va être intéressant de voir ce jeune groupe à l'œuvre. Messieurs, Tom, Melvin, on est d'accord avec ça, le Pays de Galles fond de tableau? Je suis d'accord avec Thomas et même moi, on a parlé la semaine dernière. Je pense que, ouais, comme tu as dit, la parenthèse enchantée, elle est terminée. Et je pense même, je prends un risque, mais je les vois terminer dernier parce qu'ils sont en totale reconstruction depuis le début de la crise qu'ils connaissent depuis, je pense, 2 ans à peu près. Là, on a parlé aussi de Louis Rizamit qui part. C'est pas un joueur qui fait toute l'équipe, mais bon, c'est un cadre. Et moi, je les vois en totale reconstruction, donc je les vois, au fond du classement et donc je pense 6e. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Thomas. Ouais. Melvin, on est d'accordo. Amplement d'accord avec Thomas. Moi je les vois 5e parce qu'ils reçoivent l'Italie lors de la dernière journée. Je pense que c'est ça qui va faire la différence entre les deux équipes. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ce tournoi va servir d'expérience à cette jeune équipe galloise pour pourquoi pas dans les 2-3 années à venir pouvoir à nouveau disputer la gagne. Mais là, très clairement, on sent qu'il y a quand même un gap entre le Pays de Galles et les grosses équipes que sont la France, l'Irlande et l'Angleterre dans une moindre mesure. Thomas, c'est gallois, oui, Melvin parlait dans 2-3 ans, mais qu'est-ce qui arrive derrière en fait? Parce qu'il y a quand même un
trou générationnel aussi, non? Et avec des finances qui sont pas sereines du côté de la Fédé galloise. Ah, mais c'est le gros souci avec des cadres qui partent. Là, il va y avoir George North qui va rejoindre Provence Rugby. Mais malgré tout, ils arrivent à s'en sortir parce que, comme on le dit, ils ont un vivier qui est important avec de très bons jeunes joueurs. Et voilà, les provinces galloises n'hésitent pas à les faire jouer. Après, est-ce que ces jeunes-là vont être envoyés au casse-pipe à voir? Est-ce qu'ils seront tout de suite au niveau? Ça aussi, on ne sait pas. Mais c'est intéressant de voir parce qu'on en parlera aussi. Finalement, dans ce tournoi destination, il y a quand même peu d'effectifs renouvelés. Et par contre, les Gallois, eux, ils arrivent avec un jeune effectif et ça pourrait être pas mal, mais ça prendra du temps. Ça prendra du temps, donc on va voir ce que fait le Pays de Galles. Alors, le duel sera sûrement avec l'Italie, nation qu'on va traiter juste maintenant. L'Italie qui, depuis ces dernières années, a quand même connu une hausse de son niveau rugbystique. En même temps, tu me diras, il partait de tellement loin que c'était compliqué de régresser. Qui était souvent considéré comme la nation un peu intrue. On disait oui, mais ça aurait été mieux de faire un 5 nations, ou alors de les remplacer avec d'autres, ou de faire des montées-descentes pour sortir cette Italie qui a finalement réussi à s'améliorer, à gratter quelques victoires ces derniers temps. Tom, est-ce que, bon, 5e, 6e, tu voyais le Pays de Galles finir 6e, donc tu imagines que l'Italie fait 5? L'Italie faire 5, parce que, comme tu l'as dit, depuis quelques années, ils sont de moins en moins ridicules et ils affichent un niveau de jeu un peu plus élevé, notamment en 6 nations. Ils ont fait une Coupe du Monde sympa, mais bon, c'est pas non plus exceptionnel. Et à l'image d'un Capozzo, qui est l'idole du peuple en termes de rugby et l'image de l'équipe, de la Squadra Azzurra, je pense que ouais, ils peuvent faire un truc dans le sens bien joué. Et peut-être, j'en sais rien, mais peut-être Tichy est la quatrième, mais moi je les vois 5e. Je me demande, je les mets 5e. Melvin, cette Italie-là? Elle part sur un nouveau chapitre avec Gonzalo Quesada à sa tête. Il y a un changement de sélectionneur. Rien à voir avec le mec des Goûts de midi, je précise. Voilà. Absolument rien à voir. Là, tu te fais ban. Et voilà. Cette équipe italienne, voilà, il y a 5 de mémoire, Thomas va peut-être me corriger, il y a 5 néophytes dans l'équipe. Donc c'est un groupe qui se connaît, mais bon, encore une fois, à chaque fois on dit que l'Italie est prometteuse et tu te rends compte sur le tournoi qu'il y a encore un écart. Je pense qu'il va y avoir une finale Pays de Galles, mais malheureusement pour eux, le fait que tu te déplaces au Pays de Galles lors de la dernière journée, le Pays de Galles qui voudra un petit peu se venger de leur défaite il y a 2 ans avec cet essai épique d'Ange Capozzo. Donc pour moi, ouais, victoire du Pays de Galles et donc l'Italie dernière avec cette fameuse cuillère de bois qu'ils collectionnent. Ça, ils en ont, ils peuvent donner à bouffer un régiment avec les cuillères qu'ils collectionnent. Thomas, on est d'accord sur cette Italie. Qu'est-ce que tu peux dire? C'est un peu sur l'effectif italien qui va arriver aux 6 nations. Là aussi, c'est pareil, peu de changements, hein, 4-5 néophytes. Alors, bien sûr, les équipes vont pas arriver avec 15 nouveaux joueurs, mais en 4-5, c'est peu. Et finalement, est-ce que ces 4-5 joueurs seront dans les 23 joueurs? Je suis même pas sûr. L'Italie, alors oui, certes, a fait quelques progrès ces dernières années. Voilà, on l'a vu, oui, justement, gagner au Pays de Galles il y a 2 ans. Mais ça reste à relativiser parce que finalement, il faut une Coupe du Monde qui est qui est catastrophique. Franchement, on n'en a pas trop parlé. Ils en prennent 100 face à la Nouvelle-Zélande. Ils en prennent 60 face à la France. Face à l'Uruguay, ils ont eu pas de la chance parce que pour moi, il n'y a pas de chance en sport, mais face à l'Uruguay, ils ont eu un mal fou à gagner. Et face à la Namibie, bon, ils gagnent 50-8. Bon, voilà, mais c'est la Namibie. Donc la Coupe du Monde a vraiment été catastrophique. Et là, comme l'a dit Melvin, ils ouvrent un nouveau chapitre avec Gonzalo Quesada. Sauf que là non plus, comme les Gallois, ça va pas se mettre en place tout de suite. Et voilà, cette équipe-là, elle reste faible. Donc on attend de voir des progrès, mais je pense que les progrès, on les aura peut-être dans 2-3 ans. Et là, pour tout de suite, je pense que ça va être compliqué. C'est souvent un débat quand vous voyez sur les journaux, sur les plateaux télé, sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça serait pas une bonne idée de passer à 5 ou repasser à 5 ou faire une montée-descente dans ces 6 nations? Je pose la question à vous, mais... Non, en tout cas la montée-descente non, parce que aujourd'hui la Géorgie est plus faible que l'Italie. La Géorgie qui part aussi avec un nouveau chapitre avec Cockerill à sa tête. Donc voilà, en fait, remplacer l'Italie pour remplacer l'Italie ne va rien t'apporter au tournoi de destination. Donc autant garder l'Italie,
il y a aussi l'impératif économique et le fait que l'Italie est juste à côté des autres nations. Donc, on imagine mal l'Angleterre se dire on va faire un déplacement en Géorgie. Donc, voilà. Tout est lié pour que l'Italie reste dans ce tournoi, finalement. D'accord avec ça? Oui. Bah, Moi, je suis d'accord avec ça, parce que quand on disait, oui, il faut remplacer l'Italie par la Géorgie, mais, ou alors ajouter la Géorgie, ça sert strictement à rien. Alors peut-être que la Géorgie tiendra sur un match, parce qu'après, l'enchaînement est terrible dans le tournoi Destination, c'est-à-dire que vous prenez l'Écosse, derrière, vous prenez l'Angleterre, vous prenez l'Irlande, vous prenez la France. Enfin, il faut être performant tous les week-ends, et la Géorgie n'a pas de ressources, n'a pas l'effectif pour pouvoir lutter. Donc oui, pour le moment, ça sert à rien. On a vu par contre que le Portugal revenait à hauteur de la Géorgie, il y avait vraiment un beau niveau, mais voilà, ces nations-là doivent encore grandir, on ne doit pas les jeter dans la gueule du loup tout de suite comme ça, ce serait dangereux. Eh bien écoutez messieurs, on va enchaîner avec une nation qui elle a renouvelé légèrement son effectif sans Owen Farrell, avec 7 nouveaux joueurs, 7 néophytes dans sa liste. L'Angleterre, messieurs, qui va sûrement se battre, c'est des blocs de 2, hein. C'est les blocs de 2 pour savoir qui va finir premier, bloc de 2 pour savoir qui va finir troisième, et bloc de 2 pour savoir qui ne va pas finir dernier. L'Angleterre risque de se battre avec l'Écosse. Tom, on voit ça pour le 15 de la Rose. Peut-être ça va être compliqué d'aller titiller les deux devant, quoi. Les titres devant, de toute façon, l'Angleterre depuis 2020, je crois, depuis leur titre, ils ont plus fait un podium. Moi personnellement, je les vois troisième. Je les vois pas aller gratter les deux prochaines nations qu'on va avoir, mais moi je les vois bien troisième, bien installés, parce qu'à chaque fois on les enterre depuis 2-3 ans, mais ils font, excuse-moi, mais ils font toujours chier, ils sont toujours là, ils sont bons quand il faut. La Coupe du Monde, ils font demi-finale, ils font troisième, donc franchement, ouais, moi je les vois troisième. C'est une bonne place pour eux dans ces nations-là 2004. Thomas, on est d'accord, enchaîner pour l'Angleterre après une Coupe du Monde où on les attendait pas forcément cette troisième place. Ouais, pareil. C'est une équipe en fait qui en Coupe du Monde a hérité d'une poule simple. Oui, On va pas se mentir. Hein, voilà. Donc c'est un peu un résultat en trompe-l'œil. Et là, donc, on a décidé de mettre de nouveaux joueurs, des jeunes qui performent en championnat, c'est très bien. Non, est-ce que justement ces jeunes-là seront renvoyés dans leur club, ou est-ce qu'ils sont là pour faire les partenaires d'entraînement, ou est-ce qu'ils seront intégrés dans le groupe, dans le groupe des 23? Ça, c'est à voir aussi. À voir comment ils seront utilisés, parce que c'est vrai qu'il y a de jeunes Anglais qui sont vraiment très très bons, notamment des trois quarts, qui ne sont pas sélectionnés, qu'on ne sait pas trop utiliser. Il y a un plan de jeu qui n'est pas défini. Et cette équipe-là, c'est un peu l'énigme, parce que on ne sait pas ce que ça vaut, en fait, l'Angleterre. Mais malgré tout, oui, je les vois troisième, parce que pour moi, les nations qu'on a mis en dessous seront plus faibles. Et en tout cas, avec l'effectif actuel de l'Angleterre, ils se doivent de faire de terminer au moins premier, deuxième ou troisième. Melvin, un petit mot sur l'absence de Owen Farrell qui va signer au Racing d'ailleurs. Confirmé par l'équipe cette semaine, c'est annoncé depuis quelques temps par le middle si je dis pas de conneries. Absence de marque quand même pour le 15 de la Rose. Oui, alors après, elle est entre guillemets pas imprévue, puisque ça fait des semaines Oui. qu'il avait annoncé. Donc, il a eu en tout cas le temps d'esquisser de nouveaux plans. Mais c'est vrai que tu perds quand même ton leader créatif. La dernière Coupe du Monde, moi j'ai du mal à jauger, parce que l'Angleterre en fait s'est repliée sur elle-même, c'est totalement remis à jouer un rugby très très simple en soi, avec les fondamentaux, et ça a réussi quand même à aller jusqu'en demi-finale et à pratiquement aller en finale, puisque l'Afrique du Sud a eu vraiment des difficultés contre elle. Maintenant, sur un tournoi destination, j'ai du mal à voir cette équipe anglaise en tout cas aller mettre en difficulté la France et l'Irlande. Attention quand même à leur calendrier, parce qu'ils ont quand même un calendrier où ça va monter crescendo. Ouais, pour finir finir un déplacement en France. Ouais, mais voilà, tu affrontes l'Irlande la journée précédente, et mine de rien, de mémoire, c'est Italie, Pays de Galles, Écosse. Donc, mine de rien, c'est crescendo, et ça peut peut-être aider cette équipe anglaise. Après, pour gagner le tournoi, je trouve qu'il en manque encore un peu. Écoutez, vous êtes d'accord avec ça, messieurs. Angleterre, troisième.
Maintenant, c'est l'heure d'élire le top de France-Irlande. Messieurs, ce sont les deux gros favoris de ce tournoi. C'est le premier match de l'équipe de France qui recevra l'Irlande à Marseille le 2 février prochain. Bon, concrètement, celui qui gagne, il gagnera le tournoi. Je pense que jusqu'à là, on va pas non plus vous apprendre quelque chose de fou. Tom, qui remportera ce tournoi des 6 nations 2024? Si je veux être objectif, parce qu'il le faut, franchement, pour moi, je mets la France parce que malgré les absences, comme on peut dire, de Jelon récemment et de Meafou, pour moi, les Bleus ont un effectif, un très bel effectif toujours. Donc pour moi, on se doit de viser cette victoire. Faut que ça soit une ambition, faut pas que ça soit un petit pari qu'on se fait. Faut que ça soit une ambition. Et donc pour moi, la France va gagner ces 6 nations et doit gagner 6 nations. Est-ce que c'est pas une bête blessée la France? Est-ce qu'il n'y a pas le traumatisme Coupe du Monde qui va un peu jouer aussi, Melvin? Ah, ça, on verra sur le terrain. Malheureusement, on peut pas savoir. On part quand même un peu dans l'inconnu parce qu'il y a quand même eu un changement, notamment profond au niveau du staff, pour que la mayonnaise prenne. Et très clairement, voilà, tout de suite, ils vont être. C'est ça l'avantage du calendrier, c'est que tout de suite, ils vont être dans le dur avec ce match contre l'Irlande. Ils seront tout de suite dans le bain du tournoi. Je pense que c'est une bonne occasion aussi d'effacer un petit peu tout ce qui s'est passé lors de la Coupe du Monde avec on peut pas gagner sans Antoine Dupont. Je trouve que c'est totalement faux. C'est-à-dire que le 15 de France, alors oui, Antoine Dupont est meilleur joueur du monde, mais le 15 de France est capable d'être à un niveau très très élevé sans Antoine Dupont. Donc c'est le moment en tout cas de montrer sur ce tournoi Destination. On cherchait une très très belle performance parce que je pense que cette équipe peut aller chercher Grand Chelem. Et voir si aussi, ça c'est dans un second temps, si les néophytes vont apporter quelque chose. Il y a quand même quelques nouveaux appelés et ça serait intéressant dans la perspective de l'avenir de voir s'ils arrivent à prendre un petit peu de place dès ce tournoi. Thomas, on a parlé sur la prédiction au rugby qu'on a fait au début janvier. Ok. Qui est sorti hier, mais qu'en fait on avait tourné il y a longtemps. Brian voyait l'Irlande favorite. Toi tu disais attention parce qu'on regarde pas beaucoup ce qui se passe autre part. C'est vrai que cette sélection d'Irlande aussi va un peu dans l'inconnu, un peu comme le 15 de France. Il y a des absents, hein. Il y a des absents très importants. Voilà, Jimmy O'Brien qui commençait un peu à s'installer à l'aile, à une aile. Atkinson, l'autre ailier, joueur très important. L'arrêt de Jonathan Sexton aussi, avec des joueurs en 10 qui sont souvent des doublures dans leurs clubs respectifs et de bons joueurs, mais évidemment passer derrière Sexton, même si Sexton jouait sur une jambe la saison dernière, il était quand même très important et très bon. Cette équipe-là, quand on regarde son effectif, on a l'impression que c'est un copier-coller de la saison dernière. Et on parle de traumatisme pour l'équipe de France. Attention, le traumatisme irlandais, il existe aussi. Il faut pas oublier qu'ils ont perdu aussi en quart de finale au bout d'un combat énorme face à la Nouvelle-Zélande où on les voyait. Bon. C'est vrai que moi j'avais. Alors pour le coup, j'avais prédit la Nouvelle-Zélande, mais c'est vrai que dans la logique, on les voyait favoris face à la Nouvelle-Zélande et finalement ils se font éliminer. Donc aussi, attention, je pense qu'ils ont ça à digérer. Et j'ai envie de voir comment va être cette équipe parce que c'est vrai que les provinces irlandaises entre guillemets boycottent leur championnat parce qu'ils en ont rien à foutre, clairement, parce qu'il n'y a aucune hype, il n'y a rien. Donc ils jouent la Coupe d'Europe et les échéances internationales. À voir comment ce mélange va prendre. Je les vois terminer deuxième malgré tout, mais je pense qu'ils n'auront pas la domination qu'ils ont eue par exemple la saison dernière. D'accord, ouais, donc c'est quand même deux équipes traumatisées qui vont se battre. C'est pour ça que le vendredi 2 février 21h, Vélodrome, Stade de Marseille, il va pas falloir rater ce rendez-vous parce que c'est un plongeon vraiment dans l'inconnu dans le tournoi destination dès l'ouverture. Est-ce que vous voyez vraiment une de ces deux équipes se cracher parce que mentalement il y a une explosion quoi? Non, se cracher dans le sens enchaîner plusieurs défaites, j'y crois pas. On va voir aussi parce que l'Irlande, comme l'a dit Thomas, honnêtement, ils avaient je pense, la meilleure génération limite de leur histoire. Et tu passes pas ce cap des quarts de finale. Et mine de rien, ça va falloir un petit peu l'évacuer. Donc, à voir, est-ce que ça va avoir un effet bénéfique sur l'Irlande, c'est-à-dire qu'ils vont être en mode injouable et toutes les équipes, entre guillemets, vont prendre cher face à elles. Voilà. Faudra voir. Mais c'est vrai que sur le papier, je
quand même, l'Irlande me paraît un peu plus faible qualitativement que le 15 de France. Je voulais rebondir aussi sur ce que disait Melvin sur Antoine Dupont. Personnellement, je suis très content qu'on joue ce tournoi de destination sans Antoine Dupont. Ça peut paraître bizarre, je l'adore, je pense qu'on aime tous Antoine Dupont. Ah oui. Mais pour le coup, j'ai envie de voir comment cette équipe va évoluer. On en a tellement parlé. On a dit, bon, il est blessé, ça y est, la Coupe du Monde est terminée. On en a trop fait, mais tous. Hein. Et peut-être, c'était peut-être logique. Mais j'ai envie de voir comment cette équipe-là peut jouer sans Antoine Dupont. Et je pense que à son poste, on a un réservoir qui est juste immense. C'est sans doute le réservoir où on a le plus de monde. Donc, on va voir. Est-ce que Maxime Lucu aussi va pouvoir tenir une place de titulaire? Est-ce que et il a un grand coup à jouer parce que effectivement, s'il fait un très bon tournoi, première partie de saison extraordinaire. Hein. Il est attendu quoi, parce que. Oui, et en plus, s'il fait un très bon tournoi, il pourra peut-être espérer de rentrer peut-être beaucoup plus tôt dans les matchs. C'est vrai que passer devant Antoine Dupont quand il sera de retour, ça va être compliqué. Mais derrière, on a aussi un Le Garec qui marche sur l'eau avec le Racing. Ensuite, on a Baptiste Couillou. On a Baptiste Serin qui est blessé, mais qui aurait pu y être. Et on a aussi un Baptiste Jonot, par exemple, à Clermont, qui pourrait faire du bien dans les années à venir. Donc, on a beaucoup de monde et j'ai envie de voir le comportement de cette équipe de France à Antoine Dupont. Je pense que c'est une très très bonne chose. Et pour rebondir sur ça aussi, j'ai l'impression que les Bordelais et les Bordeaux-Bègles vont avoir un gros coup à jouer parce que. Il y en a beaucoup qui sont présents là, qui font un début de saison, on parle beaucoup d'eux, on dit un peu que c'est peut-être l'année ou jamais pour l'UBB. Bah, la charnière, c'est Lucu Jalibert qui est attendu pour l'instant. Vu qu'il n'y a ni Ntamak ni Dupont du côté de l'équipe de France. Oui, tout à fait. Bah, déjà, il faut espérer, je pense que les supporters de l'UBB espèrent pas de pépin pour l'un des deux joueurs. Après, c'est sûr, c'est pas le même schéma de jeu, ça sera pas la même stratégie, ça sera pas la même tactique, ce sera plus féroce, ce sera plus intense. Donc, voir aussi comment ils vont gérer ça, hein. C'est vraiment très différent des matchs de club. Mais effectivement, oui, les Bordeaux-Bègles auront un coup à jouer. Après, c'est vrai qu'on aurait aimé peut-être voir Porter aussi, parce que c'est vrai qu'au centre du terrain, on a Dantificou, on ne sait pas trop où on va. Est-ce qu'ils sont en fin de cycle? Est-ce que l'association fonctionnera toujours? Mais à voir. Puis il y a Penaud et Bilbiard et aussi pour citer d'autres Bordeaux-Bègles. Solide derrière. Ouais. Donc c'est du solide, mais donc à voir déjà comment va se comporter l'UBB, mais c'est une chance déjà que notre charnière se connaisse par cœur. Lucu Jalibert, ils jouent ensemble toutes les semaines, donc ça pour le coup en termes d'acclimatation. On a eu Dupont et Ntamak, on a Lucu Jalibert, il y a une forme de logique. C'est ça, une forme de continuité, donc ça c'est très cool. On place donc l'équipe de France première, les Bleus remporteront peut-être ce tournoi de destination 2024, on verra si on a raison. Mais en tout cas, je vous donne le calendrier peut-être de la première journée. France-Irlande, vendredi 2 février, 21h. Italie-Angleterre, le samedi 3 à 15h15. Et Pays de Galles, Écosse, samedi à 17h45. Donc ça fait un beau week-end de tournoi à destination. Donc ça va être sympathique. La deuxième journée, la France ira en Écosse. Le 10 février à 15h15 aussi pour cette deuxième journée de 6 nations. Et ben, je pense qu'on a fait le tour. Donc c'est le temps de dire au revoir à YouTube. À moins que je voulais rajouter quelque chose dans 6 nations. Ouais, on a fait le tour, je trouve qu'on a un peu parlé sur tout le monde, donc c'est bien. On verra, oui, je voulais juste rajouter vas-y. une chose sur l'arbitrage qui est un thème qui revient beaucoup, notamment depuis la Coupe du Monde. On va voir un peu comment ça va se passer. Est-ce qu'il y aura autant de polémiques? Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même très sensible et on a l'impression qu'il y a une sorte de mentalité qui a changé par rapport à l'arbitrage. Et donc j'attends aussi de savoir si dans un premier temps l'arbitrage sera globalement au niveau et de voir aussi un peu le comportement des joueurs et des supporters, même s'il y a certains comportements qu'on pourra malheureusement jamais enlever. Mais je suis d'accord de faire un petit point arbitrage, on verra. Ils auront beaucoup de pression comme tout le monde. Et ça nous permettra de vivre un bon tour de destination si l'arbitrage est bon, messieurs. Pour YouTube, on se quitte. On espère que ça vous a plu. Vous pouvez toujours liker, vous abonner sur YouTube. Venir nous rejoindre sur Twitch tous les mercredis de 19h à 20h30. On va essayer de lancer d'autres trucs aussi sur Twitch. Et on verra plus tard. Mais en tout cas, merci d'avoir suivi ça. Et ciao YouTube.